Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Avec cette idée qui m'apparaît quand même assez farfelue d'annexer le Canada aux États-Unis, de le considérer comme le 51e État, je me suis mis à fouiller. Moi, l'histoire, ça va toujours me chercher. Je me dis, on peut expliquer beaucoup de choses par l'histoire. Et effectivement, là, je me suis mis à fouiller, puis je découvrais que finalement, il y avait toujours eu... d'abord, je me rappelais que la Louisiane avait déjà appartenu à la France. Donc, et là, je lis un article fort intéressant où on nous rappelle que des terres de l'Alberta et de la Saskatchewan ont été vendues aux États-Unis. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais il faut que j'en parle avec un historien. Alors, voici Gilles Laporte, qui est avec nous. Bonjour, allô, Gilles. Merci d'être là. Et toi, ça te fascine. Oui. Parce que toi, t'écoutes tout ce débat-là. Tu trouves pas ça farfelu, premièrement? Ben non, c'est le retour du balancier. Cette question-là, elle était sur toutes les lèvres il y a pas si longtemps. Hein? Ouais. Oui, depuis que le Canada existe, qu'on discute de son annexion aux États-Unis à toute fin pratique. Et là, explique-nous le partage territorial, parce que dans mon fameux article, tu vois, je lisais qu'il y a quasiment 220 ans, 221 ans, mais 22 ans, même on est en 2025, le 20 octobre 1803, le Sénat américain ratifiait l'accord sur l'achat de la Louisiane à la France, qui englobait alors des parties de l'Alberta puis de la Saskatchewan d'aujourd'hui. Après ça, là, tu vois qu'il y a eu toujours, en 1762, d'ailleurs, la propriété de l'Espagne avant d'être restituée à la France en 1800. On parle toujours de la Louisiane. Fait que là, tu dis, OK, il y a des territoires américains qui ont comme ça été à la fois français, à la fois... Là, tu dis, dans le fond, d'abord, rappelons qu'il y avait des Autochtones avant ici, que c'est toutes des entreprises colonialistes, cette affaire-là. Mais il y a eu dans toutes ces entreprises de territoire, d'obtention du territoire, toujours cette espèce de frontière entre nos deux pays. Oui, d'échange. Exact. Hein? En fait... pour dire les choses très simplement, géographiquement, y compris à l'époque des Autochtones, l'Amérique du Nord a plutôt été découpée par bandes verticales. Les gens ont juste à se rappeler la carte des manuels de leur enfance, là. Souvenez, les 13 colonies avec la Nouvelle-France, tout ça était très vertical, parce que l'Amérique du Nord, elle est verticale. C'est-à-dire, les Appalaches sont verticales, le Mississippi est vertical, les Rocheuses sont verticales. Alors, c'est normal qu'il y ait eu entre les Britanniques et la France un temps, puis aujourd'hui, les États-Unis, puis ironiquement les Canadiens au Nord, il y a toujours eu ce partage Nord-Sud, toujours très intense. On a juste à penser aux Grands Lacs, par exemple, qui sont quand même assez partagés. C'est une décision importante qu'on a prise dans notre histoire de séparer ça de manière horizontale. Hein? La fameuse ligne du 49e parallèle, qui est complètement arbitraire, hein? Qui passe 7 fuseaux horaires, qui passe les montagnes, les Rocheuses, les prairies, le bouclier canadien, mais qui est une ligne qui nie la géographie. Mais donc, comme disait Trump ces jours-ci, c'est une ligne purement artificielle. Lui, il ferait sauter ça parce qu'il dit ça n'a pas d'affaire là, cette ligne-là. Elle est qu'il n'est pas complètement dans le champ quand il dit ça. Moi, je trouve que les annexionnistes ont toujours eu droit de citer dans l'histoire du Canada et des États-Unis. Cette question-là, elle a été débattue il y a très longtemps. Mais longtemps, pensons à Louis-Joseph Papineau, par exemple, le chef des Patriotes. Il était annexionniste matin, midi puis soir. Pour lui, c'était beaucoup mieux de vivre dans une république démocratique, disait-il à l'époque, que dans une monarchie britannique. Puis il était pas le seul de cette mouvance-là. Cette idée, elle était très populaire au 18e, 19e siècle. Pensons aux Américains, par exemple, qui ont envahi le Québec en 1775 et qui ont invité les Québécois et Québécoises à se joindre à l'Union américaine. Bon, à l'époque, ils n'ont pas accepté, mais c'était débattu. C'était débattu aussi lors de la guerre de 1812. Là, vous savez, celle de Stephen Harper, là, 1812, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Si aujourd'hui, on l'a complètement oublié, aux États-Unis, puis Donald Trump en particulier, il s'en souvient de 1812. C'était une grande offre généreuse des États-Unis d'inviter le Canada à joindre eux. Cette question-là était très débattue, Isabelle. Et c'est que depuis un siècle, vous allez me dire c'est beaucoup, mais c'est depuis un siècle que cette question-là a été éludée. Là, je pense qu'elle revient dans l'air pour des raisons assez évidentes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pendant le 20e siècle, les États-Unis puis la Grande-Bretagne, c'est-à-dire le Canada, ont fait une grande trêve. Une trêve qui correspondait au moment où ils devaient affronter l'Allemagne nazie, par exemple, pendant les guerres mondiales, ou l'Union soviétique pendant la guerre froide. Ce qui fait en sorte qu'entre le Canada et les États-Unis, il y avait une sorte de modus operandi consistant à se ficher la paix mutuellement. C'était parce qu'on avait un ennemi extérieur à affronter. Ça a occupé tout le 20e siècle, ça. C'est pour ça que les gens qui nous
écoutent ont l'impression que cette question-là, elle est démodée. Elle était effectivement mise de côté. Mais maintenant que les États-Unis n'ont plus en face d'eux une Russie envahissante ou non plus, par exemple, ou sentent même leur propre déclin, cette question-là, ça m'étonne pas qu'elle revienne à l'agenda. Et même si qu'on la trouve ou non farfelue, on devra peut-être s'habituer à la revoir dans le décor. Oui. Mais toi qui as déjà été grand patriote de l'année, t'es un indépendantiste, hein? Tu l'es toujours? Ça va très bien, ce là. Tu dois être content par les temps qui courent. Mais bon, c'est sûr, est-ce on aurait plus à perdre, nous, au Québec, d'être Américains? Que le reste du Canada. Tu dirais, comment tu vois la chose? Mais admettons là, qu'on en parle un petit peu plus sérieusement, puis qu'on considère que c'est moins farfelu qu'on le pense. Oui. Cette question-là est très intéressante parce qu'on n'a pas fini encore une fois d'en débattre. Je mets 3 éléments dans l'équation. Oui. La première, c'est que le Québec, comme société dans le Canada, a vu que pratiquement sa place a jamais coulé dans le Canada parce que l'Amérique du Nord elle-même était congelée, comme une dinde à la veille du party de Noël, parce que les États-Unis et le Canada entendaient ne rien changer en Amérique du Nord. Ce que Trump fait, il faut le reconnaître, c'est qu'il instaure de l'instabilité. Il crée de la mouvance, des perturbations. Ces perturbations-là ont déjà emporté le premier ministre du Canada, quand même. C'est pas rien. Pour quelque chose de farfelu, avouons que c'est quand même assez corrosif. C'est pas ça qui a emporté Justin Trudeau, là, mais disons que voyant ça, Trump a appuyé sur le bouton puis sur le bobo, là. Deuxième chose, c'est que du point de vue québécois... Justin s'est coulé tout seul. Justement, du point de vue québécois, ça montre la faiblesse du Canada face aux États-Unis. Ouais. À l'heure actuelle, c'est Doug Ford ou le premier ministre d'Ontario qui se porte bon an mal an à la défense du Canada devant Fox News. Du point de vue québécois, si je me sens avec des amis comme le Canada, pas besoin d'ennemis, tellement ils semblent mal défendre leur propre cause. Donc, les Québécois... Doug Ford, je me dis, mon Dieu... Il sort là, mais je trouve qu'il faisait une job certaine. Ben, parce que d'autres ne la faisaient pas, on dirait. Mais quand t'es rendu... Exact. Ouais. Et troisième chose qui me paraît très intéressante, c'est la montée de ce qu'on appelle de plus en plus le Maple MAGA. MAGA, si. Le Trumpisme sirop d'érable. OK, c'est quoi ça? C'est la mouvance autour de Pierre Poilievre. C'est-à-dire... d'accord. Ben oui, cette mouvance-là, elle est de plus en plus... Elle monte au Canada anglais. Hein? Il y a les émissions de radio et tout le reste. Percole, à l'heure actuelle, à l'idée d'annexion aux États-Unis, qui est beaucoup moins farfelu dans certaines contrées de l'Alberta et de la Saskatchewan, justement. Mais au point de vue québécois, c'est comme si on criait dans le désert. Ça accroît le rupture culturelle. Est-ce que ça aiderait la cause des indépendantistes? C'est pour ça que tu dis... Hein? Bien sûr. Je te vois venir. Je le vois indéniable. Puis ce qu'on appelle la rupture culturelle, elle s'approfondit à l'heure actuelle entre ceux au Canada anglais qui sont plus conservateurs, plus sensibles au discours trumpiste, et au Québec où on a l'impression d'entendre quelque chose de totalement extraterrestre. Oui, complètement. Imagine. Le Québec serait tellement noyé dans une mer nord-américaine. Déjà qu'on l'est pas mal. Ne confondons pas les choses. Il n'y a pas de doute qu'à l'heure actuelle, il y a un retour d'un balancier. C'est-à-dire, sans dire évidemment que ce soit plausible ou encore moins que ce soit plausible, cette question-là de l'annexion, elle n'est pas anodine, elle n'est pas fait divers dans l'actualité parce que les parlements sont fermés. Il y a vraiment aux États-Unis un désir de réaménager l'Amérique du Nord. Ouais, hein? Puis encore plus fort que ce qu'on parle en Europe. En Europe aussi, on craint le Trumpisme, on craint les déclarations d'Elon Musk parce que elles résonnent dans l'opinion publique. Lorsque on voit des gouvernements empêtrés dans des déficits qui semblent incapables de prendre des décisions, Trump dit peut-être n'importe quoi, mais il agit et il change le réel. Il intervient. Puis pour toute la classe moyenne, les gens qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts, qui trouvent que notre société est au volo, qui voient des drames sociaux, tout ce discours-là, il sonne celui de quelqu'un, d'un groupe, d'une opinion, qui est prêt à agir, à changer le réel. Et les gens ont besoin de ça, Gilles. J'ai l'impression. Tu vois, moi, j'ai passé plusieurs semaines aux États-Unis. Évidemment, on vit ici au Québec. On sent ce même désir de la part des citoyens d'avoir quelqu'un qui, n'a pas la langue de bois, même s'il y a beaucoup de travers puis que parfois il fait du bruit avec sa bouche pour rien, il reste pas moins que le discours général qui ressort de Trump, puis j'ai posé la question à plusieurs Américains, c'est que ils sont très conscients de ses travers, mais ils disent au moins le gars, il a l'air de savoir où ce qui s'en va. C'est comme si après des années d'errance, là, à pas avoir vraiment, tu sais, on parle de capitaine Canada là, depuis hier avec Doug Ford, c'est comme s'il n'y avait pas eu de capitaine non plus aux États-Unis depuis les 4 dernières années. Fait que là, ils se sont dit, on ramène le gars qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Même si parfois,
On n'est pas, on sait bien qui il est, on connaît le personnage, mais pour le moment, tout le monde, enfin, beaucoup de gens aux États-Unis, toujours bien un Américain sur 2, estiment que c'est le bon gars pour mener la barque. Et nous, on a ce problème-là. Qui mène notre barque? Parce que ce discours annexionniste-là, il est d'abord pour consommation américaine, voilà. Vous avez raison. Ouais. C'est d'abord à sa base que Trump s'adresse. Hein? Mais pourquoi on réagit autant que ça? C'est ça la question. Parce qu'on n'a peut-être rien à offrir. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant un projet qui a du poids dans l'aile. Merci beaucoup, Gilles Laporte, historien, conférencier. C'était fascinant. On s'arrête ici. Très courte pause. On vient tout de suite après. On va parler d'ailleurs des feux en Californie.